Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse et cet avis sur l'épisode 13 de la saison 8 de The Walking Dead. Le bon côté pour cet épisode, c'est que la saison continue dans la montée en puissance qui a été amorcée la semaine dernière. En effet, il faut bien reconnaître que l'intrigue avance plus ou moins correctement. Et pour ce qui est du mauvais côté, il se retrouve toujours dans le comportement de certains personnages et dans l'exécution de certaines scènes qui continuent à défier la logique et le bon sens. L'une des forces de l'épisode provient de son unité de temps et de lieu, tout se déroule à la colline et je dois dire que ça fait du bien de pouvoir se concentrer sur des enjeux bien établis sur un épisode, plutôt que de le passer à sauter d'un groupe à l'autre pour finalement constater que presque rien ne se passe nulle part. Pour ce qui est de l'interprétation, je vous propose de directement commencer par les hallucinations de Morgan qui prennent la forme du fantôme de Gavin qui ne cesse de lui répéter les mêmes phrases. À part nous rappeler que Morgan sombre à nouveau dans la folie et risque de renouer avec l'état dans lequel Eric l'avait retrouvé à King County, Gavin le revenant est clairement une référence au petit Henry. Quand Gavin répète à Morgan qu'il sait ce que c'est, il fait référence à la spirale mentale dans laquelle le garçon est tombé en tuant le sauveur du bout de son bâton. En gros, on peut dire que Morgan s'en veut de ne pas avoir tué Gavin lui-même et surtout de ne pas l'avoir fait suffisamment rapidement, car du coup il se pense responsable indirectement d'avoir permis à l'enfant de le rejoindre dans cette descente aux enfers parsemée de violence. Malheureusement, le déroulement de l'épisode donnera raison à ces visions qui viennent doublement souligner la culpabilité de Morgan, d'abord vis-à-vis de sa conscience pour la violence qu'il a commise, et puis ensuite vis-à-vis d'Henry pour ce qui attend le jeune garçon. Mais revenons au déroulement de l'action, la colline s'est préparée à cet assaut et a posté des sentinelles qui communiquent à coups de klaxon. Pendant ce temps, le roi Ézéchiel ressort du néant scénaristique pour venir incarner la méthode douce auprès d'Henry qui affiche sans ambiguïté ses tendances meurtrières. À l'opposé, Carol est plus dure avec lui et se contente de lui asséner qu'il mourra s'il combat à l'extérieur. Et Ézéchiel tente de responsabiliser Henry en lui confiant la protection de ceux qui resteront à l'intérieur, mais ce type de tour adapté à un jeune enfant ne fonctionne plus sur Henry qui a déjà tué. Mais à dire vrai, de mon point de vue, ce qui est vraiment le plus agaçant dans toute cette histoire d'Henry, c'est qu'aucun des adultes qui l'entourent, et notamment Carol, Morgan ou encore Ézéchiel, ne pense à confier la responsabilité de sa surveillance ou simplement à un adulte non combattant. Pendant qu'on y est, autant expédier tout de suite le reste de ses mésaventures. Henry récupère non seulement un fusil d'assaut en fin de journée sans problème, mais le plus étonnant, c'est qu'il le conserve en sa possession jusqu'au milieu de la nuit sans que personne ne s'en inquiète. Alors oui, admettons que cela reste possible dans le chaos qui peut suivre une bataille, mais en plus de ce fusil d'assaut, Henry récupère également la clé de l'enclos des sauveurs. Au final, ce qui est le plus gênant dans tout ça, ce n'est pas forcément l'attitude stupide d'Henry, on peut admettre que l'enfant fasse n'importe quoi et de toute façon c'est assez habituel dans la série, par contre l'absence complète de garde de faction juste une nuit après une attaque de grande envergure, c'est totalement stupide et ridicule. Et oui, là encore une fois, il ne s'agit pas de critiquer pour le plaisir de critiquer, mais pas besoin d'être un grand stratège militaire pour savoir qu'il faudrait à tout moment des sentinelles sur la palissade, qui auraient donc conscience de ce qui se passe au niveau de l'enclos, et puis même un garde à toute heure au niveau de l'enclos des sauveurs. On peut aussi souligner au passage que nous n'avons aucune explication sur le fait qu'Henry n'a pas cru que Gavin était bel et bien responsable de la mort de son frère, mais encore une fois, admettons, il a peut-être senti le mensonge de Morgan. Et l'intérêt de tout ça, outre le renforcement des rangs des sauveurs par cet afflux inespéré, c'est encore une fois de nous montrer combien Gregory et Jared sont méprisables. La palme revenant à Gregory, qui voit le garçon par terre en danger de mort, et qui, comme d'habitude, donne la priorité à sa propre sécurité, un comportement malheureusement représentatif de celui d'un bon nombre de nos congénères. On peut se demander d'ailleurs où Gregory pense trouver refuge, on peut supposer qu'au sanctuaire il trouvera un accueil 5 étoiles. Parmi les scènes de préparation de la colline à l'assaut, un mot sur celle entre Siddiq et cette femme, qu'on suppose être une infirmière, qui exprime clairement son manque de confiance dans les capacités pratiques du médecin débutant, avant de soudain l'accepter lorsqu'il lui tient tête. L'objectif était évidemment de donner un semblant de personnalité à celle qui finit plus tard croquée par Tobin. Malheureusement, c'est un ressort scénaristique éculé que la série réutilise trop souvent, exactement comme avec le gars lambda qui dit à Maggie combien elle est une chef efficace, avant de succomber lui aussi à l'infection. Mais il est temps de passer à l'assaut en lui-même. On a donc Simon qui profite de l'absence ou même de la mort qu'il espère de Negan pour mettre en action sa vision des choses. Et personne n'est vraiment surpris quand il refuse de plier sous la menace de l'exécution des otages, et de toute évidence, Maggie n'y comptait pas trop. La tactique adoptée par la veuve, appelons-la ainsi, consiste à forcer les sauveurs à agir dans la précipitation et à se jeter dans la gueule du loup, c'est plutôt bien pensé. Daryl surgit sur sa moto pour servir d'appât, et Simon, qui a le sang chaud, mord tout de suite à l'hameçon en faisant s'engouffrer ses troupes par l'entrée qu'on fait semblant de vouloir leur fermer au nez. On a droit ensuite à une succession de scènes correctement réalisées
réalisé. Les sauveurs sont enfin à court de munitions et utilisent des flèches, et dans ce cas de figure, le plan des armes salies aux entrailles de Walker prend plus de sens. En effet, comme on le constatera plus tard, c'est une excellente façon de maximiser le nombre de victimes, mais comme Simon l'avait pressenti, ce n'est pas ça qui suffira à faire craquer les survivants au niveau psychologique. Au cœur de l'affrontement, Simon s'apprête à tomber sur Tara par surprise, mais Dwight la sauve en lui infligeant une blessure légère avec une flèche qui, de toute évidence, ne sera pas contaminée. Il n'en faut pas plus à Daryl pour voir rouge et condamner Dwight à une mort immédiate si possible. D'un autre côté, il faut bien admettre qu'à ce moment-là, Dwight aurait parfaitement pu abattre Simon par derrière et rejoindre les résistants de la colline. Du coup, on se demande un petit peu ce qu'il a derrière la tête. Pour clarifier, je dirais que pour l'instant, je n'ai aucun doute quant à la loyauté de Dwight pour la cause de Daryl et compagnie, mais il a quand même manqué là une belle occasion de leur prouver justement qu'il était fiable. Concernant la tactique de la retraite dans l'obscurité, j'ai découvert qu'il s'agissait de l'adaptation directe d'une scène de la BD, mais la façon dont c'est exécuté rend l'ensemble un peu bancal, encore une fois. Pour commencer, la différence de puissance de feu entre des arcs et des armes blanches d'un côté et des armes automatiques de l'autre devrait en réalité ne laisser aucune chance aux sauveurs, d'autant qu'ils n'ont aucune raison d'être vraiment doués au tir à l'arc, cela dit en passant. Et du coup, le fait de sortir en groupe de derrière le bus et de siffler pour bien signifier leur présence est d'une stupidité abyssale. Et puis surtout, lorsque les lumières sont rallumées et que les rafales partent, c'est quasiment la totalité du groupe des sauveurs qui devrait alors être fauché sur place. Le bon côté, heureusement, c'est l'intervention de Rick, qui retrouve ici toute l'efficacité qu'il avait perdue la semaine dernière contre Negan. Et alors que les sauveurs parviennent inexplicablement à rejoindre leur véhicule et à s'enfuir sous le feu notamment de Rick et Maggie, l'échange qui suit entre les deux personnages vient encore souligner l'obsession que les deux partagent pour la mort de Negan. Après cette bonne petite bataille de nuit, le lendemain est consacré au dialogue et aux enjeux psychologiques des personnages. Tara et Daryl confrontent leur point de vue sur Dwight. Curieusement, le fait de s'être pris une flèche dans l'épaule a finalement convaincu Tara que Dwight était vraiment de leur côté, tandis que Daryl reste persuadé du contraire. Ces deux personnages resteront donc enfermés autour de ce petit jeu pour le reste de cette deuxième partie de saison, et ils devront s'en contenter pour leur évolution psychologique. Au passage, Tara se rappelle enfin qu'elle aussi était du mauvais côté du temps du gouverneur, et l'évocation de Merle ne fait que renforcer la conviction de Daryl que Dwight, comme son frère, fait partie de ceux qui font toujours le mauvais choix. Peut-être que lorsqu'il sera évident que la flèche de Dwight n'était pas contaminée, cela fera enfin entrer le doute dans l'esprit de Daryl, on verra bien. Du côté de Rick, c'est naturellement le deuil qui prédomine, c'est la moindre des choses suite à la mort de Carl. Aussi bien la proposition pourtant alléchante d'un navet cru de la part de Michonne que celle de soins médicaux et d'une oreille attentive de la part de Siddiq se heurtent à la barricade que Rick a érigée autour de lui pour rester debout et continuer à agir. En résumé, pour le moment, seul le désir de vengeance de Rick parvient à le maintenir sur pied. Et on poursuit dans la série Moments d'introspection alors que Maggie est en train de contempler les tombes toutes fraîches et que Diane vient lui parler dans une scène qui sera sans doute sa plus dingue pour elle de toute la saison. C'est là que Diane remercie Maggie pour son leadership, bien meilleur que celui de Gregory, qui ne pensait qu'à lui, et on devine que l'ironie de ce compliment vient soudain frapper Maggie, dont la principale préoccupation était bien moins la survie de la colline que la mort de Negan. Enfin, on a le dialogue entre Tobin et Carol, et peut-être, j'espère que vous avez une meilleure mémoire que moi, mais j'avais totalement oublié la petite amourette qu'ils avaient eue du temps d'Alexandria. Tobin ne veut pas d'excuses, mais simplement savoir si au moins une partie de leur histoire avait un fond de sincérité, et on ne peut pas dire que la réponse de Carol soit très rassurante, mais au moins il a la vérité. On peut retrouver une sorte de lien thématique entre la profonde désillusion qu'exprime Carol, quand elle dit que ce cycle de violence n'aura jamais de fin, et le message que Carl s'était forcé de laisser. Je me demande d'ailleurs si les lettres laissées par Carl referont une apparition, sans doute celles destinées à Negan qui pourraient éventuellement encore influencer sur la conclusion de tous ces événements. Concernant le déroulement de ce que je vais appeler la nuit des zombies, eh bien j'ai deux impressions qui s'opposent. La première, c'est que le fait que cette menace insidieuse qui surgit d'un lieu qu'on pensait sécurisé est plutôt bien réalisée, et la seconde, c'est que malheureusement, cette bonne réalisation ne peut pas totalement rattraper une écriture qui manque cruellement de réalisme. Encore une fois, aucun garde n'est de faction à l'intérieur, et que dire de la lourdeur du sommeil des gens dans la maison, entre les hurlements de douleur que devraient produire les premières victimes, qui comme par hasard meurent docilement avec une morsure au cou, et surtout le boucan que fait le walker qui tombe dans l'escalier, personne ne se réveille pour sonner l'alerte, c'est une blague. Et évidemment, toute la brochette de personnages secondaires qu'on avait vaguement introduits juste avant dans l'épisode sont les victimes. Pour se consoler toutefois et donner à tout cela un peu de poids émotionnel, on a cette dernière danse entre Tobin et Carol, comme si Tobin voulait lui donner un dernier baiser, une dernière étreinte. Toute l'anonymité et l'indifférence que ces morts nous inspirent sont parfaitement représentées par ce type dans un lit qui demande qu'on l'achève,
comment se préoccuper du sort de ce gars embauché juste pour une scène? Bon, par contre, au passage, on a le coup du duo badass avec Jésus et Michonne. Le premier maintient le Walker du pied pendant que la seconde lui passe son katana au travers du crâne. C'est un peu overkill, mais c'est rigolo. Et puis on ne se demandera même pas quand et comment est revenu Jésus, avec quoi éventuellement, puisque sans aucune ligne de dialogue depuis un paquet d'épisodes, il est devenu carrément secondaire. J'ai déjà évoqué l'évasion des prisonniers de l'enclos, je ne vais donc pas y revenir en détail, si ce n'est pour rappeler qu'Alden et quelques autres ont donc décidé de rejoindre le côté de la colline. Et on peut supposer que c'est sans doute un bon recrutement, à condition qu'une confiance mutuelle s'installe, et quand on voit le cas de Dwight, c'est pas gagné. Et finalement, le petit Henry a donc disparu. Pour l'instant, on peut supposer qu'il a survécu, mais franchement, est-ce qu'on s'en préoccupe vraiment? Quoi qu'il en soit, cet épisode se termine sur le sentiment de culpabilité et de responsabilité, notamment ceux de Maggie et de Morgan, mais qui les gèrent de manière bien différente, heureusement pour Maggie. Et il faudra donc attendre jusqu'à la semaine prochaine pour savoir quel sort Jadis réserve à tonton Negan. Pour la conclusion de cette vidéo, je serai bref et concis, pouce en l'air, abonnement, sinon coup de katana dans la tête à vous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!